Ma famille m'a exclu du mariage, alors j'ai fui en Corse. Quand leur monde s'est effondré, ils m'ont tous supplié de revenir. Ils ont eu la réponse qu'ils méritaient. Ma famille m'a banni du mariage de ma sœur. Alors, j'ai pris la décision folle de partir en vacances, seule, à l'autre bout du pays. Et puis, bien sûr, tout s'est effondré. Quand le conte de fées s'est transformé en un véritable cauchemar financier et public, mon téléphone, jusqu'alors silencieux, s'est mis à exploser. Ils m'ont tous supplié de revenir. Ma sœur, mes parents. Ils voulaient que je rentre pour tout arranger. Mais ils ont eu la seule réponse qu'ils méritaient vraiment, mon silence. Bonjour à tous, et merci de me rejoindre pour cette histoire. Avant de plonger dans les détails de cette saga familiale, j'aimerais énormément savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, quelle région ou quel pays vous suivez cette histoire, et s'il fait jour ou nuit chez vous en ce moment. C'est toujours fascinant de voir à quel point ces histoires nous connectent, peu importe où nous sommes. Et si, comme moi, vous pensez que les dynamiques familiales toxiques doivent être exposées et que la justice personnelle est importante, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Je m'appelle Isée, j'ai 32 ans. Et au moment où notre histoire commence, je suis assise sur la terrasse en pierre d'une ancienne bergerie, une maison de berger rénovée, perchée dans les montagnes sauvages de l'intérieur de la Corse. Il n'y a aucun bruit. Absolument aucun. Si ce n'est le sifflement du vent qui danse à travers le maquis, ce tapis d'arbustes sauvages qui embaume le thym, la myrte et l'immortelle. L'air est si pur qu'il pique presque les poumons. Mon téléphone portable, cet objet qui était devenu une extension de ma main, est éteint. Pas en mode avion. Pas en silencieux. Il est éteint, et enfermé dans le petit coffre-fort de ma chambre, sous une pile de pulls. Et il est là depuis 3 jours. Pour une femme comme moi, c'est un acte de rébellion totale. Je suis architecte d'intérieur à Lyon. Ma vie entière est une série de plans méticuleux, de palettes de couleurs Pantone, d'échéanciers, de rendez-vous clients et de budgets contrôlés au centime près. L'impulsivité n'est pas dans mon vocabulaire. Pourtant, me voilà. Seule, sur une île que je ne connais pas, dans une maison sans wifi fiable. Ce ne sont pas des vacances. C'est une évasion. Un exil volontaire. Le silence que je ressens n'est pas seulement une absence de décibels. C'est l'absence d'attente. C'est l'absence de la voix plaintive de ma mère, Philomène, me demandant juste un petit service. C'est l'absence des drames incessants de ma sœur cadette, Cléophée. C'est l'absence du poids écrasant, insupportable, d'être Isée, la fiable. Isée, celle qui gère. À cet instant précis, à des centaines de kilomètres de là, sur le continent, dans un château hors de prix près de Lyon, j'étais censée être debout, serrée dans une robe en soie couleur lavande. J'étais censée sourire jusqu'à avoir mal aux joues, ajuster la traîne de ma sœur, et regarder, admirative, Cléophée, 29 ans, épouser l'homme de ses rêves. Du moins, c'est ce qu'on attendait de moi. Mais la vérité, c'est qu'il ne voulait pas de moi. Pas vraiment. J'étais devenue une pièce gênante dans leur puzzle parfait, une tache sur leur tableau idyllique. Alors, pendant qu'ils levaient leur coupe de champagne, j'étais là, en Corse, avec un verre de Patrimoniaux et un morceau de fromage de chèvre, à regarder le soleil disparaître derrière les aiguilles de Bavella. J'étais enfin en paix. Mais je ne savais pas encore, et comment aurais-je pu le savoir, que leur monde parfait, leur château de cartes si soigneusement construit, était déjà en train de prendre feu. Avant de vous raconter le tas de cendres que j'ai découvert en rentrant, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Laissez-moi vous expliquer comment et pourquoi c'est ma propre famille qui, métaphoriquement, m'a tendu la boîte d'allumettes en premier lieu. Pour comprendre comment une famille en arrive à bannir sa propre fille, son propre sang, du mariage de sa sœur, il faut comprendre le système sur lequel notre famille a été construite. Un système que je n'ai moi-même compris que bien trop tard. Nous avons grandi dans une belle maison en pierre dorée dans les Monts d'Or, près de Lyon. Une banlieue chic, respectable. Mon père, Cyprien, est un pharmacien à la retraite. Un homme de science, de logique, cartésien. Ma mère, Philomène, est une femme au foyer, une femme qui vit à travers les émotions,
les siennes et surtout celles des autres. De l'extérieur, nous étions la famille idéale. Mais à l'intérieur, il y avait deux équipes. J'ai 32 ans. Cléophée en a 29. L'écart est faible, mais un univers nous sépare. J'étais l'aînée. Et avec ce titre venaient les étiquettes, Isée, la raisonnable. Isée, la forte. Isée, celle qui comprend tout. Isée, qui réussit. J'étais celle qui ramenait des 18/20, qui est entrée dans une grande école de design, celle qui a monté son entreprise seule, à la force du poignet, sans jamais demander un centime. Et puis, il y avait Cléophée. Cléophée, la sensible. Cléophée, l'artiste. Cléophée, la petite. Cléophée, qui a besoin de nous. Cléophée était un magnifique chaos. Elle était solaire, charmante, capable de vous faire rire aux larmes. Mais elle était aussi un trou noir émotionnel et financier. Incapable de garder un travail plus de 6 mois, elle passait d'une passion à l'autre, toute financée par mes parents. Il y a eu sa période, créatrice de bijoux, qui s'est terminée par 5 000 € de perles invendues. Il y a eu son blog de voyage, qui s'est résumé à 3 mois à Bali payés par mon père. Sa dernière carrière était organisatrice d'événements freelance, ce qui signifiait surtout qu'elle dormait jusqu'à midi. Quand je signais un contrat important, mes parents disaient « Bravo ma chérie, c'est normal, c'est Isée ». Quand Cléophée réussissait à payer son loyer, avec leur argent, ils organisaient un dîner pour célébrer sa prise d'indépendance. Mon père, cet homme si logique, perdait tout sens critique face à elle. « Ta sœur n'est pas comme toi, Isée, me disait-il souvent. Elle ressent les choses plus fort. Elle est plus fragile. Toi, tu as les pieds sur terre. » Ce qu'il voulait dire, c'est que j'étais une valeur sûre, et qu'elle était un investissement à risque qui demandait toute leur attention. Et si je suis tout à fait honnête avec vous, et avec moi-même, ce rôle m'allait bien. Pendant longtemps, je l'ai aimé. Être la fiable me donnait un sentiment de contrôle, de supériorité morale. J'étais l'adulte dans la pièce. J'avais pitié de ma sœur, de son instabilité. Je me sentais nécessaire. Je n'avais pas compris que ce n'était pas un rôle, c'était un piège. Je n'étais pas le pilier. J'étais le paillasson. J'étais celle sûre qui on s'essuyait les pieds après avoir marché dans la boue. J'avais activement encouragé cette dynamique en acceptant de tout gérer, de tout pardonner, de tout excuser. J'avais passé ma vie à construire une forteresse de perfection et de fiabilité autour de moi, pensant que cela me protégeait. Je pensais que s'il voyait à quel point j'étais compétente, il finirait par me respecter. Je ne savais pas que, pour ma famille, cette forteresse n'était pas une protection. C'était une prison. Une prison très pratique dans laquelle ils pouvaient m'enfermer, pour que je ne dérange pas leur jeu favori, sauver Cléophée. Ils pensaient avoir créé un équilibre. Mais c'était une bombe à retardement. Et le mariage imminent de Cléophée allait être le détonateur. La première fois que ce système m'a vraiment coûté quelque chose d'irremplaçable, ce n'était pas à cause du mariage. C'était 3 ans plus tôt. J'avais 29 ans. J'étais sur le point de décrocher le contrat qui allait changer ma vie. J'étais en lice pour concevoir l'intérieur du restaurant Le Dôme, un nouvel établissement très en vue dans le quartier de la Presqu'île à Lyon. C'était un projet à plus de 50 000 € de budget de conception. C'était ma chance de sortir de l'anonymat, d'embaucher, de faire la couverture des magazines de design. J'avais travaillé jour et nuit pendant 2 mois. J'avais à peine dormi. Les plans étaient parfaits. Les palettes de matériaux, innovantes. Et surtout, j'avais passé une semaine entière à construire une maquette physique. Une œuvre d'art en balsa, en laiton brossé, avec des lumières LED miniatures. C'était mon chef-d'œuvre. La présentation finale aux investisseurs avait lieu le lundi matin, à 9 h. Le dimanche soir, j'étais chez mes parents pour le dîner. J'avais apporté la maquette pour la leur montrer, j'étais tellement fière. Je l'avais posée sur la grande table de la salle à manger. Cléophée était là, bien sûr. Elle était en pleine crise. Son petit ami de l'époque n'avait pas répondu à ses SMS depuis 3 heures. C'était, selon elle, la fin du monde. Elle arpentait le salon, un verre de vin rouge à la main, gesticulant,
pleurant, accusant l'univers de s'acharner sur elle. J'ai fait l'erreur de ma vie. Je lui ai dit, Cléo, s'il te plaît, calme-toi, tu vas renverser ton verre. Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous de drame. Oh, parce que toi, tu t'en soucies. Tu t'es jamais soucié de moi. Tu es trop occupé avec ta maquette stupide. En disant « maquette stupide », elle a fait un grand geste de la main. Le verre de vin rouge, plein, a volé. Il a décrit une parabole parfaite avant de s'écraser. En plein centre de ma maquette. Ce fut un carnage. Le Balsa a bu le vin instantanément. Les lumières ont court-circuité. 2 mois de travail, mon avenir, noyé sous un flot de merlot. J'ai poussé un cri. Un son qui ne venait pas de moi. Cléophée a éclaté en sanglots. Mais pas des sanglots d'excuses. Des sanglots d'accusation. Tu vois ce que tu m'as fait faire. Tu m'as crié dessus. J'ai eu peur. Elle s'était transformée en victime en moins d'1 seconde. Ma mère s'est précipitée, mais pas vers moi. Vers Cléophée. Oh, ma chérie, ce n'est rien, calme-toi, ce n'est qu'un objet, ce n'est pas grave. J'étais paralysée. Je tremblais. J'ai regardé mon père. Je cherchais un allié. Un seul. Juste un regard qui dirait, c'est inacceptable. Mon père, Cyprien, m'a regardé. Il a soupiré. Puis il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit les mots qui, aujourd'hui encore, me brûlent la mémoire. Isée, écoute. Ce n'est que du matériel. C'est du carton, du bois. Toi, tu es doué. Tu vas la refaire. Mais ta sœur, elle est fragile. Elle est à fleur de peau. S'il te plaît. Fais-le pour la paix de la famille. Ne complique pas les choses. La paix de la famille. Ne complique pas les choses. Ma carrière, mon rêve, mes nuits blanches, tout cela était compliqué. Le drame de ma sœur était la priorité. Qu'auriez-vous fait à ma place, honnêtement? À quel moment la paix de la famille devient-elle une excuse pour l'injustice? Dites-le moi dans les commentaires, parce que ce soir-là, je me suis sentie incroyablement seule. Je n'ai rien dit. J'ai ramassé les morceaux dégoulinants de mon avenir. Je suis rentrée chez moi. J'ai passé la nuit à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. J'ai fait la présentation le lendemain avec des plans tachés et des photos de ce qui aurait dû être. Je n'ai pas vu le contrat. Et j'ai pardonné. J'ai prétendu que ce n'était pas grave. Parce que j'étais Isée, la fiable. J'ai juré que ce serait la dernière fois. J'avais tort. La prochaine fois, ce ne serait pas ma carrière qu'il sacrifierait. Ce serait ma dignité. Avance rapide jusqu'à il y a 1 an. Cléophée, après une énième période de chômage déguisée en réflexion artistique, rencontre enfin quelqu'un. Et pas n'importe qui. Léandre. 37 ans. Le package complet. Il était, selon ses dires, le PDG d'une start-up florissante dans la fintech immobilière. Un terme merveilleusement vague, conçu pour impressionner des gens comme mes parents, qui n'y comprenaient rien mais qui entendaient les mots « fintech » et « immobilier » et voyaient des billets de banque. Léandre était parfait. Trop parfait. Un sourire à 1 million d'euros, des costumes sur mesure qui devaient coûter plus que mon loyer, une montre tape à accent grave-l'œil, et une confiance en lui qui frôlait l'arrogance. Il a sorti le grand jeu pour Cléophée. Des sacs de luxe qu'elle s'empressait de montrer sur Instagram, des week-ends à Milan, des dîners dans des restaurants étoilés. Et le coup de grâce, après seulement 4 mois de cette romance éclair, il l'a demandé en mariage. Une bague avec un diamant si gros qu'il en paraissait faux. Mes parents étaient aux anges. C'était au-delà de leurs rêves les plus fous. Eux qui avaient passé des années à renflouer les comptes de Cléophée voyaient en Léandre le sauveur. Cyprien et Philomène, issus de la classe moyenne supérieure pharmaciens et mères au foyer étaient fascinés. Ils étaient éblouis par cet homme qui parlait de levée de fonds, de rendement à 2 chiffres et de propriété à Dubaï. Moi, je ne l'étais pas. Mon œil d'architecte d'intérieur est entraîné à voir les défauts, à voir ce qui se cache sous la peinture fraîche. Et Léandre, son vernis était craquelé. Ce n'était que des petites choses.
La façon dont il coupait systématiquement la parole à Cléophée. La façon dont il répondait à sa place quand on lui posait une question. La façon dont, au restaurant, il choisissait son plat pour elle. Tu vas prendre le poisson, ma chérie, tu fais attention à ta ligne pour la robe. La façon dont il jetait des regards distraits à son téléphone quand elle lui parlait. Il ne l'écoutait pas. Il la possédait. Un soir, j'ai tenté une approche prudente. Nous étions toutes les deux avec ma mère, à essayer des robes pour un futur événement. Maman, ai-je commencé? Je ne sais pas. Je trouve que tout va très vite pour Cléo. Léandre, il a l'air super, mais parfois, je ne sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Il la contrôle un peu, non? Ma mère, Philomène, a posé la robe qu'elle tenait. Son visage s'est durci. Isée. Arrête. Quoi? J'ai juste dit. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu es jalouse. Le mot était lâché. L'arme nucléaire de notre relation familiale. Je ne suis pas jalouse, maman, je suis inquiète. Tu es jalouse, a-t-elle insisté, sa voix montant d'un cran. Tu es la première de la classe, tu as ta carrière, ton indépendance. Et maintenant que ta sœur, pour la première fois de sa vie, a quelque chose que tu n'as pas, un homme magnifique, riche, qui l'adulte, tu ne le supportes pas. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer. C'est ta mère, Isée. Vraiment. Laisse-la être heureuse. J'ai été sonnée. Comme si j'avais reçu une gifle. Parce que ces mots, aussi cruels soient-ils, avaient touché un nerf à vif. La vérité? J'avais 32 ans. J'étais célibataire. Ma carrière était ma vie. Et une petite voix horrible au fond de moi s'est mise à chuchoter, et si elle avait raison? Et si ce n'était que de la jalousie? Ce doute. Ce doute qu'elle venait de planter en moi. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Je me suis tue. J'ai baissé la tête. Tu as raison, pardon. Je suis fatiguée. J'avais abdiqué. J'avais donné mon accord tacite. Mon silence était la permission dont ils avaient besoin pour organiser le prochain acte. Le mariage de rêve allait avoir lieu. Et mon rôle dans la famille allait être redéfini de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit. Les préparatifs du mariage étaient surréalistes. On ne parlait plus d'une fête, mais d'une production. Léandre et sa famille, ou plutôt, sa mère, voyaient les choses en très, très grand. Un château près de Lyon, le château de Bagnoles, fut réservé pour 3 jours. Un traiteur étoilé. 1 millier d'orchidées blanches à importer. Et puis, il y avait elle. Madame Allard. La mère de Léandre. Imaginez l'archétype de la grande bourgeoise lyonnaise. Froide, élégante, un chignon impeccable, et un regard qui vous scannait de la tête aux pieds pour évaluer votre valeur financière. Elle nous méprisait. Ma famille et moi. Nous étions les petits pharmaciens de province, les parvenus qui s'incrustaient dans sa lignée. Et moi, elle me détestait particulièrement. J'ai compris plus tard qu'elle avait senti que je n'étais pas dupe, que je voyais les fissures dans la façade de son fils. Un mois avant le mariage, Léandre et sa mère ont invité ma famille, Cyprien, Philomène, Cléophée et moi à dîner dans un restaurant 2 étoiles Michelin sur la colline de Fourvière. L'ambiance était électrique. Mes parents étaient sur leur 31, nerveux, essayant désespérément d'impressionner. Cléophée buvait du champagne comme de l'eau, riant trop fort aux blagues de son fiancé. Ce soir-là, je portais un bijou. Un simple pendentif. Un petit saphir art déco, délicat, monté sur une fine chaîne en platine. C'était le seul, l'unique bijou de valeur que ma grand-mère m'avait laissé. C'était mon porte-bonheur, mon armure. Au milieu du repas, entre le homard et le veau, Madame Allard a posé ses yeux de prédateur sur mon cou. Elle a souri. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Quel charmant petit bijou, Isée, a-t-elle lancé, sa voix claire portant sur toute la table silencieuse. Merci, ai-je répondu, méfiante. C'était à ma grand-mère. Oh, vraiment, fit-elle, l'air faussement surprise. Elle a pris une gorgée de son vin blanc hors de prix. C'est fou ce qu'on arrive à faire comme imitation de nos jours. J'ai presque le même, l'authentique bien sûr, dans mon coffre à la banque. Le design est très similaire.
Vous l'avez fait expertiser? L'insulte était là. Suspendue dans l'air, vibrante, empoisonnée. Elle venait, devant toute ma famille, de me traiter de porteuse de contrefaçon. Ou pire, de voleuse. Le sang m'est monté au visage. J'ai senti mes joues devenir écarlates. J'ai posé ma fourchette. J'ai ouvert la bouche pour la pulvériser, pour défendre mon honneur et la mémoire de ma grand-mère. Et puis, j'ai regardé mes parents. Et ce que j'ai vu a stoppé net les mots dans ma gorge. Ma mère, Philomène, avait un sourire figé, terrifié. Elle a émis un petit rire nerveux, un son aigu, presque un couinement. Oh, vous savez, ces vieux bijoux de famille. Mon père, Cyprien, l'homme de logique, l'homme qui m'avait appris à me défendre, était soudain devenu fasciné par le dessin de son assiette en porcelaine. Il regardait son veau comme s'il contenait les secrets de l'univers. Il n'a pas levé les yeux. Ils n'ont rien dit. Pas un mot. Pas un regard dans ma direction. Ils étaient pétrifiés. Pétrifiés à l'idée de contrarier Madame Allard. Pétrifiés à l'idée de perdre ce mariage, de perdre ce lien avec cette famille si riche, si importante. Ma propre famille. Assise en silence. Pendant qu'on m'humiliait. J'ai compris. J'ai compris dans un flash d'une clarté aveuglante. Ce n'était plus de la faiblesse. C'était un choix. C'était une transaction. Ils étaient en train de me vendre, de me sacrifier, pour acheter leur entrée dans la haute société. Mon honneur était le prix à payer. J'ai fermé la bouche. J'ai baissé les yeux, comme mon père. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose d'irréparable. Ce n'était plus le mariage de ma sœur. C'était une foire aux bestiaux. Et j'étais le bétail qu'on envoyait à l'abattoir pour que la fête puisse continuer. Le coup de grâce n'a pas tardé. L'humiliation du dîner n'était que l'apéritif. L'exécution allait avoir lieu. 15 jours avant le mariage. J'étais dans mon bureau, en train de finaliser les plans d'un appartement pour un client. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de Cléophée. Mon cœur s'est serré. J'avais un mauvais pressentiment depuis le dîner, une sensation de froid dans le ventre. J'ai ouvert le message. Salut Isée. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi. C'est super tendu en ce moment avec Léandre et surtout avec maman Allard. Ils veulent que tout soit absolument parfait, tu comprends. Et, je sais pas, je sens qu'il y a une tension entre toi et eux. Et honnêtement, j'ai pas besoin de ce stress en plus. Je continuais à lire, ma respiration se bloquant. Donc, j'ai parlé avec Léandre et on pense tous les deux que c'est mieux si tu ne viens pas au mariage. Vraiment, je suis désolée. C'est juste plus simple comme ça pour tout le monde. On fêtera ça entre nous plus tard, promis. Bisous. Plus simple comme ça. Le téléphone m'a glissé des mains. Il est tombé sur le bureau avec un bruit sourd. Banni. Pas juste remplacé comme demoiselle d'honneur. Banni. Interdite de venir au mariage de ma propre sœur. Par SMS. Les murs de mon bureau semblaient se rapprocher. J'ai eu du mal à respirer. Ce n'était pas de la tristesse. C'était un froid polaire. Une absence totale de sensation. J'ai refusé de répondre à Cléophée. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui comptait. La seule autorité morale qui aurait pu, qui aurait dû, renverser cette décision. J'ai appelé mon père. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était fatiguée. Isée? J'espère que ce n'est pas grave, ta mère et moi sommes en train de... J'ai reçu un message de Cléophée, les yeux coupés. Ma voix était blanche, sans émotion. Je tremblais si fort que j'ai dû m'asseoir. Elle m'interdit de venir au mariage. Il y a eu un long silence. Un silence coupable. Un silence qui m'a tout dit. Puis il a parlé. Et sa voix n'était ni choquée, ni en colère. Elle était, lasse. Résignée. Isée, écoute. J'allais t'appeler. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, ai-je répété, le sarcasme commençant à poindre à travers le choc. Ta sœur subit une pression énorme.
Madame Allard n'est pas facile. Léandre, il veut que cette journée soit une réussite totale. C'est important pour ses affaires, tu comprends? Il y aura des gens très importants. Des investisseurs. Donc, ai-je dit, ma voix devenant un murmure. Donc, s'il te plaît. Ne complique pas les choses. Cette phrase. Encore. La même phrase que pour ma maquette ruinée. Ne complique pas les choses, a-t-il répété. C'est juste une journée. Fais-le pour ta sœur. Fais-le pour nous. Nous sommes dans une position délicate. Et voilà. La vérité. Notre position. Ce n'était pas la décision de Cléophée. C'était la décision de mes parents. Ils avaient activement choisi de me sacrifier. Ils n'étaient pas des spectateurs. Ils étaient complices. J'ai raccroché sans un mot de plus. Je suis restée assise dans mon bureau pendant 1 heure, peut-être 2. Le soleil s'est couché. La pièce est devenue sombre. Il m'avait officiellement choisi comme sacrifice. Il m'avait jeté par-dessus bord pour alléger le navire et s'assurer qu'il arrive à bon port, au port de la richesse et du statut social. Ils avaient choisi leur camp. Et à cet instant précis, dans le froid et l'obscurité de mon bureau, ils venaient de me donner la permission, non, l'obligation, de choisir enfin le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tempêté. Le choc avait laissé place à une clarté d'une précision chirurgicale. J'ai ouvert mon ordinateur portable. La lueur de l'écran était agressive dans le noir. J'ai ouvert mon agenda. J'avais bloqué 2 semaines. 2 semaines de congés sans solde, que j'avais dû négocier âprement avec mes clients. 2 semaines pour ce maudit mariage. Pour les préparatifs, la cérémonie, le brunch du lendemain. J'ai ouvert mon compte en banque. L'argent que j'avais économisé pour leur cadeau de mariage était là. Une somme rondelette. Assez pour leur offrir l'argenterie de luxe qu'ils avaient mise sur leur liste. Ou assez pour disparaître. J'ai ouvert un navigateur. J'ai tapé « Vol Lyon, Ajaccio ». Départ immédiat. J'ai trouvé un vol pour le lendemain matin. 7h10, j'ai cliqué sur « Réserver ». Puis j'ai cherché une location. Je ne voulais pas d'un hôtel. Je ne voulais voir personne. J'ai cherché « Location isolée montagne corse ». J'ai trouvé une bergerie en pierre, perdue près du village de Zicavo. Les commentaires disaient « Parfait pour se déconnecter, aucun réseau téléphonique, Wi-Fi très sporadique. » Parfait. J'ai réservé pour 10 jours. Le vol et la location ont englouti la quasi-totalité de l'argent du cadeau. C'était une ironie délicieuse. J'ai fait ma valise en 10 minutes. Pas de robe de soirée. Pas de talons. J'ai jeté la robe de demoiselle d'honneur couleur lavande au fond de la poubelle. J'ai pris des pulls en laine, mon jean le plus confortable, mes chaussures de marche, et 3 livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. À 5 heures du matin, une fois ma valise bouclée, j'ai appelé mes parents. C'était l'heure où mon père se levait pour lire le journal. Ma mère a décroché, sa voix pâteuse de sommeil. Allô? Isée? Mais il est 5 heures du matin. Je sais, ai-je dit, ma voix calme, posée. Si calme qu'elle m'a fait peur à moi-même. J'appelle juste pour vous prévenir. Je pars en Corse pour 10 jours. Mon taxi arrive. Il y a eu un silence, puis une agitation. Quoi? En Corse? Mais, le mariage. Tu fais ça pour nous punir? C'est méchant, Isée. Et si Cléophée change d'avis? Et si elle a besoin de toi? Ça panique. Elle n'était pas inquiète pour moi. Elle n'était pas triste de ce qu'il m'avait fait. Elle était inquiète de ne plus avoir son plan B, sa fille de rechange, sous la main. Non, maman, ai-je répondu en enfilant ma veste. Je ne vous punis pas. Je fais exactement ce que vous m'avez demandé. Vous vouliez que je ne sois pas un problème? Vous vouliez que je m'efface? C'est fait. Je disparais du problème. Vous vouliez que je ne sois pas là? Je ne serai pas là. Je serai injoignable. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Mais Isée, ta sœur.
Amusez-vous bien au mariage, ai-je dit. Et j'ai raccroché. J'ai pris le taxi pour l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry dans la lumière grise de l'aube. En passant le contrôle de sécurité, j'ai senti un poids physique, le poids de 32 années de fiabilité, commencer à se soulever de mes épaules. Quand l'avion a quitté le tarmac et s'est élevé au-dessus de la couverture nuageuse, j'ai enfin pleuré. Pas de tristesse. De peur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais aucun plan. Personne ne m'attendait. Personne ne comptait sur moi. Personne ne savait exactement où j'allais. J'étais terrifiée. Et c'était, sans aucun doute, la meilleure sensation de toute ma vie. L'arrivée en Corse fut un choc. Un choc sensoriel. Après l'air gris et tendu de Lyon, la beauté de l'île était presque agressive. Sauvage. Indomptée. Elle ne s'excusait pas d'exister. J'ai récupéré ma petite voiture de location à l'aéroport d'Ajaccio et j'ai conduit. J'ai conduit pendant 2 heures, quittant la côte pour m'enfoncer dans l'intérieur des terres. Les routes étaient des lacets étroits, accrochés à flancs de montagne, avec des ravins vertigineux à ma droite. Il n'y avait personne. Juste des vaches et des cochons sauvages sur la route. La bergerie était encore plus isolée que je ne l'espérais. C'était une petite maison de pierre, posée au milieu de nulle part, avec une vue imprenable sur les montagnes. La première chose que j'ai faite, avant même de défaire ma valise, a été de prendre mon téléphone. Je l'ai éteint. J'ai ouvert le petit coffre-fort de la chambre. Je l'ai posé à l'intérieur. J'ai fermé la porte. J'ai tourné la clé. Et j'ai respiré. Maintenant, si vous pensez que ma guérison a commencé immédiatement, vous vous trompez. Si vous imaginez des séances de yoga au lever du soleil et des méditations paisibles, détrompez-vous. Les 48 premières heures ont été un enfer. Je n'étais pas en paix. J'étais furieuse. La guérison, dont on parle tant, ce n'est pas un bain moussant. C'est moche. C'est viscéral. C'est laid. C'est de la rage pure qui doit sortir. Je n'arrivais pas à rester en place. Je tournais en rond dans la petite maison. J'ai essayé de lire, mais je relisais la même phrase 10 fois. Le deuxième jour, je suis partie marcher. J'ai marché sans but. J'ai suivi un sentier de chèvres dans le maquis. J'ai marché pendant des heures, jusqu'à ce que mes jambes brûlent et que mes poumons me fassent mal. Je suis arrivée au sommet d'une colline. Il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde. Juste le vent. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé contre ma mère, pour sa lâcheté et sa cruauté émotionnelle. J'ai hurlé contre mon père, pour sa faiblesse et sa logique froide. J'ai hurlé contre Cléophée, pour son égoïsme abyssal. J'ai hurlé contre Madame Allard, pour son mépris. Et puis, j'ai hurlé contre moi-même. Je me suis hurlé dessus, pour avoir été si stupide. Pour avoir été si aveugle. Pour avoir passé 32 ans de ma vie à mendier leur approbation, à accepter d'être leur paillasson, juste pour un regard de fierté, juste pour maintenir une paix qui n'était qu'une illusion. J'ai pleuré jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Je me suis assise sur un rocher, épuisée. Le soir, quand je suis rentrée, le propriétaire était passé. Antoine. Un homme corse de 70 ans, le visage buriné par le soleil, qui ne disait jamais plus de 3 mots. Il n'avait pas frappé. Il n'avait pas posé de questions. Il avait juste déposé sur ma terrasse en pierre un petit plateau, un verre de vin rouge local, un morceau de tome de brebis, et une tranche de pain de campagne. Ce silence. Ce respect simple, sans jugement. C'était le contraire absolu du silence coupable de ma famille. Antoine ne me demandait rien. Il ne voulait rien de moi. Il me laissait juste être. Le 3e jour. Le jour J. Le jour du mariage. Je me suis réveillée. La rage avait disparu. Elle avait brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. Il ne restait qu'un grand vide. Un vide calme. Je me suis fait un café. Je me suis assise sur la terrasse. Le soleil se levait sur les montagnes. C'était d'une beauté à couper le souffle. À Lyon, il devait être en train de se coiffer, de s'habiller, de paniquer. Et moi, pour la première fois de ma vie, je m'en fichais. Totalement.
C'est seulement quand j'ai laissé la rage me consumer et me nettoyer de l'intérieur que le vrai silence a commencé. Et je ne savais pas, bien sûr, que pendant que je trouvais enfin ma paix, leur guerre ne faisait que commencer. Je n'ai appris les détails que bien plus tard. Morceau par morceau. Comme un puzzle grotesque que j'ai dû reconstituer à partir d'appels téléphoniques en larmes, d'aveux honteux, et même, à ma grande surprise, d'articles dans la presse locale lyonnaise. Voici ce qui s'est passé ce fameux 15 mai. Pendant que je buvais mon café en regardant les aigles voler au-dessus des montagnes corses. Le mariage, donc. Le château de Bagnoles. Le décor était, paraît-il, somptueux. Un millier d'orchidées. Des fontaines de champagne. Un orchestre. Une production hollywoodienne financée par Léandre. La cérémonie à la petite chapelle du château s'était bien déroulée. Cléophée était radieuse dans sa robe à 20 000 €. Léandre était charmant, bien que plusieurs invités aient noté qu'il transpirait abondamment et vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Mes parents, Cyprien et Philomène, pleuraient de joie au premier rang. L'ascension sociale était en marche. C'est au vin d'honneur que tout a basculé. Le cocktail avait lieu dans les jardins à la française. Léandre avait fait l'erreur fatale d'inviter non seulement ses amis de la haute société, mais aussi et surtout certains de ses investisseurs. L'un d'eux, un homme d'affaires suisse, un certain Monsieur Dubois, que Léandre évitait au téléphone depuis des semaines, s'est présenté. Il n'avait pas l'air d'humeur festive. Il a attrapé Léandre par le bras, près d'une sculpture de glace. Une discussion animée a commencé. Des voix se sont élevées. Monsieur Dubois n'était pas là pour célébrer. Il était là pour récupérer son argent. Soudain, il a hurlé. Assez fort pour que l'orchestre s'arrête de jouer. Escroc. Vous êtes un escroc, Léandre. Tous les invités se sont tus. On n'entendait plus que les oiseaux et la fontaine. Où est mon argent, a crié Dubois. Où sont les 2 millions d'euros que je vous ai confiés? Léandre, livide, a tenté de le calmer. Monsieur Dubois, ce n'est ni le lieu ni le moment. C'est exactement le moment, a-t-il hurlé. Vous payez pour ça. Il a fait un geste large vers le buffet de homard et les fontaines de champagne. Vous payez pour cette mascarade avec un moine argent. Avec l'argent des autres. Madame Allard s'est approchée, furieuse. Monsieur, je vais appeler la sécurité. Appelez-les, a rétorqué Dubois. Appelez aussi la police. Cet homme dirige une chaîne de Ponzi. Sa fintech immobilière n'existe pas. C'est une coquille vide. Il utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens, et surtout pour financer son train de vie de pacha. Le mot était lâché. Ponzi. La panique s'est installée. D'autres invités se sont approchés, l'air soudain très inquiet. Qu'est-ce qu'il dit? Moi aussi, j'attends un virement. Léandre, voyant la meute se former, a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a lâché le bras de Cléophée. Il a dit, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Il est rentré dans le château. Et il n'est jamais revenu. Il a traversé le hall, est sorti par une porte de service, a sauté dans sa voiture de sport, probablement louée, et a disparu. Il a laissé derrière lui une mariée en larmes au milieu des petits fours. Une fête à moitié payée. Des centaines d'invités médusés. Et des millions d'euros de dettes. Le château de cartes, si beau, si brillant, venait de s'écrouler en public. L'effondrement a été total. Et public. Imaginez la scène. Les invités, murmurant, ont commencé à partir sur la pointe des pieds, comme s'ils fuyaient une scène de crime. Le traiteur, comprenant qu'il ne serait jamais payé pour la deuxième moitié de sa prestation, a donné l'ordre à ses équipes de commencer à remballer. Au milieu du cocktail. Cléophée, sa robe à 20 000 € traînant dans l'herbe, s'est évanouie. Littéralement. Ce sont mes parents, Cyprien et Philomène, qui ont dû la porter. Humiliés. Ils ont dû la traîner à travers les jardins, sous le regard apitoyé ou méprisant des derniers invités. Ils l'ont mise à l'arrière de leur voiture, comme un soldat blessé. Le retour à la maison a dû être silencieux. La fin du rêve. La semaine qui a suivi, pour eux, a été un enfer.
La presse locale lyonnaise, Le Progrès en tête, s'en est donné à cœur joie. Scandale au château, le marié s'enfuit et laisse une ardoise de plusieurs millions. L'escroquerie de la FinTech, le mariage qui a tout révélé. Le nom de ma famille, ce nom si respectable de pharmacien, était traîné dans la boue. Léandre était introuvable. Évaporé. Probablement déjà à Dubaï ou à Singapour. Cléophée était détruite. Elle s'était enfermée dans son ancienne chambre d'adolescente, chez mes parents. Elle ne mangeait plus. Elle ne parlait plus. Elle pleurait. Et c'est là, bien sûr, au milieu de ce champ de ruines sociales et financiers, qu'ils se sont souvenus de moi. Ils avaient besoin d'un fixeur. Ils avaient besoin de la fiabiliser. Mon téléphone, éteint dans son coffre-fort corse, a commencé à accumuler les preuves de leur panique. Un par un, les messages vocaux se sont enregistrés. Message 1. Ma mère. Sa voix tremblante. Isée, ma chérie, c'est maman. Rappelle-moi dès que tu peux. C'est une catastrophe. Tu ne devineras jamais. C'est horrible. Cléophée a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rappelle-moi. Message 2. Mon père. Sa voix sèche, autoritaire. Isée. C'est ton père. Il y a eu un problème. Un gros problème. Avec Léandre. Il faut que tu rentres. Immédiatement. Nous devons parler. C'est urgent. Message 3. Ma mère. 2 jours plus tard. Hystérique. Mais où es-tu? Isée, je t'en supplie. Pourquoi tu ne réponds pas? C'est cruel. Ta sœur est détruite, elle ne mange plus. Comment peux-tu nous faire ça maintenant? C'est égoïste. L'ironie. Moi, j'étais égoïste. Dans leur désespoir, ils ont même appelé ma meilleure amie, Faustine. Faustine, vous savez où est Isée? Elle ne répond pas, c'est irresponsable, a crié ma mère au téléphone. Faustine, qui était au courant de tout, a eu la meilleure réponse du monde. D'une voix glaciale, elle a répondu, Madame. Vous la cherchez? Pourquoi? Pour qu'elle nettoie vos dégâts. Les dégâts que vous avez créés en la bannissant? Laissez-la tranquille. Et elle a raccroché. Il cherchait Isée la fiable. Il cherchait le roc, le pilier, le paillasson. Mais Isée la fiable était morte sur le vol Lyon-Ajaccio. La personne qu'ils appelaient frénétiquement, ils ne la connaissaient même pas. Et elle était très, très bien sans eux. Le 10e jour est arrivé. Mon dernier jour en Corse. J'avais passé les derniers jours à vivre. Vraiment vivre. J'avais fait des randonnées incroyables. J'avais lu 3 livres entiers. J'avais dormi 12 heures par nuit. La colère avait laissé place à une clarté. Une clarté froide, dure, mais stable. Je n'étais plus en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste, lucide. Je savais que je devais me reconnecter. Pas pour eux. Pour moi. Pour pouvoir tourner la page. Je suis descendu en voiture à Corté, une petite ville universitaire au cœur de l'île. Je devais acheter des canistrelli, ces biscuits locaux, à ramener pour Faustine. Je me suis garé sur la place principale, la place Paoli. Je me suis assise à la terrasse d'un café pour boire un dernier noisette. Le café avait un réseau Wi-Fi public. J'ai sorti mon téléphone du sac. Je l'ai rallumé pour la première fois en 10 jours. Ce fut une explosion. Mon téléphone a vibré si fort sur la table en métal qu'il a failli tomber. Il a vibré sans s'arrêter pendant 1 minute entière. Les notifications ont inondé l'écran. 17 appels en absence. 32 messages WhatsApp. 28 SMS. Des notifications de Google News avec le nom de Léandre. Des notifications de Faustine, n'ouvre pas, ne réponds pas, profite. Je suis restée assise là. Mon café fumait. J'ai pris une gorgée. Puis, méthodiquement, j'ai tout lu. J'ai écouté les messages vocaux de ma mère, de sa voix tremblante à ses cris hystériques. J'ai écouté le message de mon père, plein de cette autorité qu'il n'avait plus. J'ai lu les messages de Cléophée,
Une simple série de « et Isée, j'ai peur ». J'ai lu les titres des journaux. L'escroquerie du mariage. La fuite de Léandre. Je n'ai ressenti ni joie mauvaise, ni pitié, ni tristesse. J'ai juste ressenti une immense confirmation. J'avais eu raison. J'ai fini mon café. J'ai payé l'addition. Je suis retourné à ma voiture de location. Je n'ai rappelé personne. J'ai ouvert un nouveau message. J'ai mis 3 destinataires, papa, maman, Cléophée. J'ai écrit une seule phrase. Je vois les messages. Je vais bien. Mon vol est demain soir. On parlera à mon retour. Pas de point d'exclamation. Pas de point d'interrogation. Pas de « que s'est-il passé ?» Pas de « je suis désolé ». Juste des faits. Une information. J'ai appuyé sur « envoyer ». Puis j'ai remis mon téléphone en mode avion. Ce n'était pas une réponse de colère. C'était une réponse de pouvoir. Le pouvoir de décider quand, où, et comment j'allais réintégrer leur monde chaotique. Ce n'était plus à eux de me convoquer ou de me bannir. C'était à moi de décider si j'allais leur accorder une audience. Le jeu avait changé. Et c'est moi qui distribuais les cartes. Je suis atterri à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry un mardi soir. L'air de la ville était lourd, pollué, gris. Il contrastait violemment avec la pureté de la Corse. J'ai récupéré ma petite valise. J'ai pris un taxi. Mais je n'ai pas donné mon adresse. J'ai donné celle de mes parents. Le moment n'était pas à la fuite. Le moment était à la confrontation. À la conclusion. Quand je suis arrivé, la maison était silencieuse. J'ai sonné. C'est ma mère qui a ouvert. Son visage était un masque de fatigue et de soulagement. Isée. Oh, ma chérie, enfin. Elle s'est jetée en avant pour me prendre dans ses bras. J'ai levé la main, paume en avant. Doucement, mais fermement. Pas tout de suite, maman. Elle s'est figée. Surprise. Je suis entrée dans le salon. L'ambiance était pesante. Mon père était assis dans son fauteuil, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Cléophée était enroulée dans un plaid sur le canapé, le regard vide, les yeux gonflés et rouges. Ils m'ont regardé comme si j'étais le Messie. Ou le bourreau. Je n'étais pas sûre. J'ai posé mon sac. Je suis restée debout. Eux étaient assis. Ma voix était calme. Je n'ai pas crié. C'était pire que des cris. Cléophée. S'il te plaît, monte dans ta chambre. Elle m'a regardé, les yeux ronds. Quoi? Mais Isée, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a menti. Je sais, les yeux coupés, toujours calmement. Je sais tout. Et nous parlerons plus tard. Toi et moi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de parler à papa et maman. Seul. C'était la première fois de ma vie que je lui donnais un ordre. Que je ne cédais pas à son drame. Elle a été si surprise par ma nouvelle autorité qu'elle s'est levée, en silence, et elle est montée. La dynamique venait de basculer. Je me suis retournée vers mes parents. Le tribunal familial était ouvert. Et j'étais le procureur. Vous avez échoué, ai-je dit dans le silence. Isée, ma chérie, a commencé mon père, on est tellement désolé, si tu savais. Non. J'ai levé la main à nouveau. Stop. Vous n'allez pas parler. Vous n'allez pas pleurer. Vous n'allez pas vous excuser. Vous allez écouter. Pour la première fois en 32 ans, vous allez m'écouter. Ils se sont tus. Je me suis mise à arpenter lentement le salon. Premièrement. Vous m'avez utilisé. Vous m'avez élevée et formatée pour être votre fille facile, votre fille fiable, pour que cela vous libère du temps et de l'énergie pour gérer votre fille difficile. Vous m'avez volé mon droit à être faible, à avoir des problèmes, à être humaine. Deuxièmement. Vous avez activement sacrifié ma carrière. J'ai vu le regard de mon père. Il savait de quoi je parlais. Le projet du dôme. Vous avez choisi la paix de la famille plutôt que la justice pour moi. Vous m'avez dit que ce n'était que du matériel.
Vous m'avez appris ce jour-là que mon travail ne valait rien face à un caprice de Cléophée. Troisièmement. Vous m'avez humilié. Vous m'avez laissé me faire humilier. J'ai regardé ma mère. Le dîner. Madame Allard. Vous vous êtes tus. Tous les deux. Vous êtes restés assis là, comme des lâches, pendant qu'une snob arrogante m'insultait et insultait la mémoire de ma grand-mère. Votre silence était assourdissant. Vous étiez pathétique. Ma mère a étouffé un sanglot. Et quatrièmement. Le coup de grâce. Vous m'avez banni. Ce n'est pas Cléophée. C'est vous. Toi, papa. Tu m'as dit de ne pas compliquer les choses. Tu m'as dit que c'était pour votre position. Vous m'avez activement jeté dehors. Vous m'avez négocié comme une marchandise pour entrer dans un monde qui vous faisait rêver. Je me suis arrêté devant eux. Pendant 32 ans, j'ai tout fait pour mériter votre amour. J'ai réussi. J'ai été responsable. J'ai nettoyé vos dégâts. Je vous ai soutenu. Et à la première occasion, la toute première, vous m'avez vendu. Sans hésiter. Pour rien. Pour un escroc. Je les ai regardés. Ils étaient brisés. Alors voilà. C'est terminé. Ce système. Ce jeu. Il est terminé. Je ne suis plus votre fixeur. Je ne suis plus votre roc. Je ne suis plus votre paillasson. Notre relation, telle que vous la connaissiez, est morte. Elle est morte par SMS, il y a 2 semaines. Si, ai-je continué, si nous devons en construire une nouvelle, ce sera sur mes termes. Sur la base de l'honnêteté et du respect. Mes termes. Pas les vôtres. Je les ai laissés là, dans le silence. Un silence, cette fois, rempli de leur honte, et non de ma soumission. Je savais qu'ils avaient compris. 6 mois ont passé depuis ce jour. Le paysage de ma famille est méconnaissable. Léandre est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. La rumeur dit qu'il est à Singapour, mais personne ne sait vraiment. Il a laissé derrière lui un cratère de dettes. Madame Allard a dû vendre son appartement de prestige pour éponger une partie des dégâts et fait face à des poursuites pour complicité. Cléophée est en thérapie intensive. Elle a dû quitter son appartement de luxe, qu'elle ne pouvait plus payer, et vit maintenant dans un petit studio de 20 mètres carrés dans un quartier moins glamour. Elle a trouvé un vrai travail. Elle est vendeuse dans une boutique de vêtements. Elle paie ses propres factures. Pour la première fois de sa vie, elle est forcée d'être adulte. Et mes parents? Ils sont aussi en thérapie. Individuellement, et en couple. Ils ont dû faire face à la honte publique, mais surtout, à la réalité de ce qu'ils avaient fait. Notre relation n'est pas réparée. On ne répare pas 30 ans de dysfonctionnement en 6 mois avec un discours. Ce serait un conte de fées, et j'ai arrêté d'y croire. Mais notre relation est différente. Elle est plus honnête. Plus prudente. Je vois mes parents, mais selon mes termes. Je ne vais plus aux dîners dominicaux obligatoires. Je les vois pour un café, en terrain neutre. Quand ma mère commence à glisser, à se plaindre de Cléophée, je lève la main. Maman. C'est l'histoire de Cléophée. Pas la mienne. Parle-moi de toi. Je vois Cléophée. Nous avons eu notre propre confrontation, quelques semaines après mon retour. Elle a pleuré. Elle s'est excusée. Elle a admis sa jalousie, son insécurité. Je l'ai écoutée. J'ai accepté ses excuses. Mais je n'ai pas oublié. Nous apprenons à nous connaître, non pas comme la grande sœur fiable, la petite sœur chaotique, mais comme 2 femmes adultes, 2 survivantes d'un système familial qui nous a presque détruites toutes les deux, de manière différente. Mon entreprise? Elle prospère. L'argent que je n'ai pas dépensé pour ce cadeau de mariage, je l'ai investi dans mon studio. J'ai embauché quelqu'un. Mon voyage en Corse n'était pas une punition. C'était une éducation. Je n'ai pas fui ma famille pour leur faire du mal. J'ai fui pour leur apprendre, enfin, comment ils devaient me traiter. J'ai dû leur montrer le vide immense que je laissais pour qu'ils comprennent enfin la place, l'espace et le poids que j'avais. Parfois, la seule façon de sauver une relation ou du moins,
ce qui peut en être sauvé n'est pas de s'accrocher plus fort. C'est d'avoir le courage de lâcher prise. D'avoir le courage de s'éloigner, de se choisir soi-même, et de forcer les autres à faire face au chaos qu'ils ont créé, sans que vous soyez là pour nettoyer. Cette histoire est la mienne, mais je sais que je ne suis pas seule. Avez-vous déjà dû mettre une frontière aussi douloureuse avec votre propre famille pour vous protéger? Avez-vous déjà dû choisir entre votre bien-être et la paix de la famille? Racontez-moi votre courage, vos histoires, dans les commentaires. Je lis absolument chacun d'entre eux. Si cette histoire a résonné en vous, si vous croyez qu'il est vital de défendre sa propre santé mentale, même contre ceux qu'on aime, merci de laisser un « j'aime ». C'est un petit clic pour vous, mais cela m'aide énormément. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur les complexités de la vie et les triomphes personnels. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre aujourd'hui qu'il a le droit de se choisir en premier. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, votre valeur n'est pas négociable.